D'autres choses à ajouter? Oui, je voudrais réagir à ce signe que Jean Piès nous fait en direction de la psychologie, un signe que j'apprécie beaucoup, auquel j'adhère, mais qui appelle deux remarques fortes que la psychologie, avec tout le cortège de précautions que cette science ou cette discipline implique, est extrêmement intéressante parce qu'elle se rapporte à l'introspection, au connais-toi toi-même et finalement à ce discernement qui fait que nous sommes des hommes et non pas des bêtes. Mais justement, pour faire le lien avec ce que nous disions de la technique, de la technologie, et puis aussi du 19e siècle, qui a imprimé un tel mouvement, c'est que la technique, elle, a des effets sur notre façon de traiter la psychologie et a des effets directs sur nos capacités à l'introspection. Disons que le divertissement, quelqu'un qui serait très penché et versé dans le bouddhisme, ça serait très intéressant de voir toute une société qui se complaît dans le divertissement, dans le fait d'être distrait, et donc dans cette forme d'extraversion, d'hystérie technocratique, pour parler comme un auteur dont je viens d'oublier le nom, l'auteur des Esclaves du Sablier, comment s'appelle-t-il cet auteur? Bon, Jean Marescot. Voilà. Donc Jean Marescot parle d'hystérie technocratique, d'extraversion, de déconcentration, et s'oppose sans cesse à l'introspection de la psychologie. C'est difficile de faire un retour à soi, de faire ce silence en soi pour se regarder, pas au sens narcissique du terme, mais au sens de l'enquête, de l'investigation, de la compréhension et de la connaissance de soi dans un système de mouvement, d'imagerie, de son perpétuel, de distraction perpétuelle. Et c'est comme s'il y avait dans l'environnement une concurrence déloyale permanente à cette psychologie, à finalement cette intelligence humaine. Et le deuxième volet, en s'inspirant peut-être de la psychologie de Jung, c'est que la psychologie interpelle les éducateurs d'une manière très très originale et très inattendue, telle qu'on peut la concevoir dans cette œuvre-là en question. Elle nous dit, bon, on peut être un éveilleur, mais il faut d'abord être éveillé. On peut être un instructeur, mais il faut d'abord être instruit. Et le premier programme de l'éducation de la jeunesse, c'est peut-être l'éducation des professeurs. Et la première tâche de l'éducateur, c'est peut-être de s'éduquer lui-même et d'arriver à une manière d'être, à une manière d'appréhender cette matière humaine, et cette intelligence et ce discernement, ainsi que l'introspection que l'on évoquait à l'instant, de la faire mûrir en soi, de la faire grandir en soi avant que de s'aventurer à guider les autres dans ce chemin. Ce que vous venez de dire là, et puis ce qu'on disait auparavant sur la psychologie ascendante, m'interpelle au sens où d'abord je me dis, effectivement, ce que vous venez de dire, comment éveiller si je ne suis pas déjà moi-même éveillée. Ensuite, ce que ça appelle en moi, c'est le fait que finalement, quand on est professeur, pour peu qu'on touche à la psychologie, justement, si l'intention est dévoyée d'une manière quelconque, il y a danger, il y a danger parce qu'on est face à des esprits extrêmement meubles. Donc ça, problème que j'ai envie de vous poser, où mettre ces frontières. Et puis l'autre chose, c'est que justement à propos de frontières, les frontières sont extrêmement floues entre la psychologie ascendante, Jung, et puis une certaine forme de toucher avec l'esprit. Nous sommes dans une société laïque. La place du professeur, comment être à la fois éveilleur, éveillé, être dans l'esprit tout en étant laïque, et être dans une intention qui soit une intention de faire grandir, sans intention derrière qui puisse être... Oui, d'abord je voudrais rappeler le mot de Jules Ferry, fondateur de l'école laïque et obligatoire, mais j'aime bien dire maintenant laïciste plutôt. Mon but est d'instituer une humanité sans Dieu. Ça doit dater des années 1860-70. Oui, c'est ça. Alors je voudrais revenir un petit peu sur cette question de la vie intérieure, de l'introspection. Il ne faut pas oublier tout de même que la vie humaine se partage en 4 saisons, les ashramas de l'hindouisme, et que de la naissance à 20 ans à peu près, on est tout de même tourné d'abord vers le monde extérieur. On ne peut pas enfermer des jeunes gens déjà dans une introspection qui est celle de la 4e phase de la vie. Ils ont d'abord à s'instruire, ils ont à passer des examens, ils ont à fonder un foyer, ils ont à exercer un métier, et tout cela tend vers une extériorisation. Et c'est plutôt dans la seconde moitié que l'on entre en soi. Mais comme je leur disais souvent, malgré cette donnée, il faut tout de même toujours garder une petite veilleuse allumée, qui sera la veilleuse de la spiritualité, destinée à se développer au fil des décennies. Il faut dès le début savoir qu'il y a une autre moitié en nous-mêmes qui est destinée à se développer. Alors comment garder cette veilleuse allumée quand on est parent, quand on est professeur ? En fait, sans souffler trop fort pour l'éteindre et sans souffler trop fort pour trop l'attiser. 2 remarques. Il me semble déjà qu'il y a
peut-être plusieurs veilleuses, c'est-à-dire que cette direction vers le monde, cette ouverture au monde n'interdit pas la réflexion. Et une forme d'introspection au sens spirituel serait peut-être prématurée dans certains aspects, mais l'introspection au sens réflexif et peut-être philosophique, comme une propédeutique à la sagesse, entendue comme ça, c'est peut-être le moment ou jamais. C'est le moment où on construit ses capacités d'analyse, de synthèse, de réflexion et on donne du sens aux événements extérieurs et au monde, justement.